période actuelle pousse de plus en plus d'entrepreneurs à considérer le départ de France et devant eux se dresse un obstacle, c'est l'exit tax. L'application de cette taxe est quand même assez complexe et nécessite toujours des conseils avisés. En plus, on n'a pas trop l'habitude ces derniers temps des départs, même si peut-être que ça pourrait changer. Et donc dans cet épisode, on va essayer de comprendre un peu plus. D'abord, qui est concerné par l'exit tax, quels sont les actifs qui rentrent ou ne rentrent pas dans cette taxe, à quelles conditions on peut bénéficier d'un sursis, enfin bref, toutes ces questions qu'on peut se poser et qu'on va forcément se poser au moment où un client vient nous voir et nous dit maintenant en fait je me sens plus de rester en France, j'ai envie de partir. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de rencontrer Léa Zerilli. Elle est avocate au département droit et fiscalité du cabinet Delsol Avocats. Léa, bonjour. Bonjour. Avant la première question, je précise que cet entretien est réalisé dans le cadre du partenariat qu'on a avec Delsol Avocats. On avait déjà réalisé des entretiens ensemble avant et donc on a eu envie de poursuivre les échanges sur les sujets les plus utiles pour les auditeurs. On va donc traiter de l'exit tax. Et on va se limiter à l'exit tax pour les futurs départs, parce qu'évidemment, on a toujours beaucoup à dire sur les départs antérieurs, mais on va rester sur des choses qui peuvent s'appliquer maintenant ou à ceux qui souhaiteraient éventuellement partir. Pour qu'on soit sur la même page, est-ce que tu peux nous rappeler déjà ce que c'est que l'exit tax ? Tout à fait. Donc, le dispositif de l'exit tax a été mis en place en 2011 par Nicolas Sarkozy et il prévoit qu'en fait, le transfert de domicile hors de France d'un contribuable va entraîner l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values latentes qui sont détenues par les contribuables, mais également des créances dans le cadre de clauses d'earn-out qu'ils pourraient détenir, et enfin des plus-values en report d'imposition. Donc ça, déjà, c'est toujours très inquiétant quand on énonce le principe et on voit d'ailleurs à certains endroits qu'il y a des gens qui sont arrêtés là. Mais heureusement, je crois qu'on peut quand même ne pas tout payer tout de suite. Tout à fait. Il existe évidemment des mesures qui permettent d'obtenir un sursis et d'ailleurs qu'il soit automatique ou optionnel, dans la majorité des cas, lorsqu'on part de France, on n'est pas imposé automatiquement et directement à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Oui, heureusement, parce que ce serait un peu le bagne, sinon on pourrait juste pas partir. Qui est concerné par cette taxe ? Est-ce que si un contribuable normal franchit la frontière, il est automatiquement assujetti ou est-ce qu'il y a des conditions ? Alors tout à fait, il y a des conditions à respecter. La première, en ce qui concerne notamment les plus-values latentes que l'on va détenir sur des titres ou des droits sociaux, des valeurs mobilières, c'est la condition pour le contribuable d'avoir été résident fiscal de France pendant 6 ans au cours des 10 dernières années. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça va être des conditions de seuil, c'est-à-dire que il va falloir que la valeur globale de ces titres excède 800 000 € ou qu'ils détiennent au moins 50% de droits dans les bénéfices sociaux d'une entreprise. Donc ça veut dire que typiquement un entrepreneur, même si sa boîte ne vaut pas encore, sa participation dans sa boîte ne vaut pas encore 800 000 €, mais qu'il a plus de 50%, il va forcément à chaque moment être assujetti à l'exit tax. Il sera concerné, effectivement. Et ok, donc et à ce sujet, quand on est concerné par l'exit tax, est-ce qu'on est concerné sur tous nos actifs ou est-ce qu'il y a seulement certains actifs qui rentrent dans ce champ ? Non, alors ça va être les plus-values qui sont relatives à des titres, des droits ou des créances, comme je le disais, de clause d'earn-out, des plus-values également en report d'imposition. Donc c'est des titres de société la plupart du temps ou des valeurs mobilières qui vont être donc concernées. Tous les immeubles déjà ne sont pas concernés. Alors les immeubles qui sont détenus directement, effectivement, ne sont pas concernés. Maintenant, une société à prépondérance immobilière, mais qui serait soumise à l'impôt sur les sociétés, elle serait concernée par le cas. En revanche, une société à prépondérance immobilière soumise à l'impôt sur le revenu, elle n'est pas concernée par ce dispositif, parce qu'en fait, la France a, par le biais d'un autre dispositif, toujours la possibilité d'imposer les contribuables à ce titre-là. On est rassuré puisqu'on pensait que ça allait échapper à l'impôt, mais ouf, bien sûr que non. Ouf, ça n'échappera pas à l'impôt. D'accord, donc si on sait donc qu'il y a ces actifs qui sont concernés, donc on imagine que si je détiens n'importe quel type de titre dans un compte titre, forcément je vais devoir déclarer ces plus-values latentes, dans l'espoir que j'en ai évidemment.
Et à l'inverse, certains autres actifs ne sont pas concernés. C'est le cas de certains titres comme détenus en PEA, par exemple. Tout ce qui est PEA, titres détenus par le biais de PEA, PE, tout ce qui est titres dans le cadre de BSPCE, actions gratuites, stock options, ne seront pas concernés par le dispositif. Et l'assurance vie non plus, hein, il me semble. L'assurance vie et les contrats de capitalisation non plus. Ok, donc ça c'est quand même un point important parce que beaucoup de clients sont concernés, les BSPCE peut-être un peu moins quoique, mais dans ce cas-là, donc si je ne dépasse pas les seuils de par exemple 800 000 euros de titres dans mon compte titre, mais que j'en ai bien plus dans mon contrat d'assurance vie, je peux potentiellement ne même pas être assujetti à l'exit tax du tout. Tout à fait, ne pas être soumis à l'exit tax. Ouais. J'imagine qu'il faut peut-être quand même le vérifier auprès d'un avocat ou d'un conseil parce que si on ne déclare pas, il y a des conséquences. Oui, effectivement, l'absence de déclaration peut entraîner l'imposition immédiate donc à l'exit tax. Donc ça peut avoir des conséquences assez importantes, surtout que on peut bénéficier, comme je le disais, de mécanismes qui permettent d'avoir des sursis d'imposition dès lors qu'on part, qui peuvent être automatiques, notamment si on part dans l'Union européenne ou dans un pays qui aurait conclu avec la France une convention d'assistance en matière de recouvrement. Donc c'est quand même relativement fréquent de pouvoir obtenir des sursis d'imposition. Et donc quand on va y venir hein, plus en détail à ces sursis, mais là on est déjà presque sur l'obligation déclarative et c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on a compris que si on déclarait pas, on risquait de devoir se retrouver dans le cas de principe où on paye tout de suite. Même en cas de report de sursis automatique, je dois faire une déclaration. Tout à fait. Au moment de mon départ, quand j'ai des garanties à demander, donc que le sursis n'est pas automatique, et quand il est automatique, c'est l'année suivant mon départ, au moment où je dois faire ma déclaration d'impôt sur le revenu, que je devrais également réaliser donc une déclaration 2074 ET. D'accord. Et donc forcément, on a compris que quand dans l'Union européenne, globalement, ça se passait bien. Quand on n'était pas sur liste noire, ça se passait mieux. Pour les pays voisins, pour que ce soit un peu plus concret pour nos auditeurs, je pense à la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse, par exemple. Est-ce qu'on est automatiquement en sursis ou pas? Alors, en ce qui concerne les États de l'Union européenne, donc comme vous les citiez, l'Italie et la Belgique, par exemple. L'Italie et la Belgique, on va être en sursis automatique. Pour ce qui est le Royaume-Uni, avec le Brexit, on a pu se poser la question, mais on a une convention d'assistance en matière de recouvrement qui permet le sursis automatique, donc pas de changement avec le Brexit. En revanche, en ce qui concerne la Suisse, on a pu se poser la question, puisqu'en 2021, le Conseil d'État avait considéré que la convention qui avait été signée avec la Suisse permettait de bénéficier d'un sursis automatique. Mais malheureusement, ce n'est pas la position qui a été retenue ni par l'administration fiscale, ni par la doctrine, et qui a été confirmée par un tribunal administratif de Montreuil en 2023, qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de demander le sursis d'imposition si on veut partir en Suisse, et donc de constituer des garanties à hauteur du montant de l'impôt correspondant à la plus-value latente pour laquelle on va demander le sursis. D'accord, donc il faut bien anticiper parce que on avait dit 90 jours, c'est ça il faut déclarer 90 jours avant de partir. Avant le départ, tout à fait. Là pour le coup, on a une obligation déclarative avant de partir et donc on doit bien anticiper cela parce qu'on va devoir fournir des garanties et également avoir un représentant fiscal en France, donc mandater un représentant fiscal en France qui... Et à quoi sert-il ce représentant fiscal ? Le représentant fiscal sert seulement à recevoir les courriers de la part de l'administration fiscale, mais n'engage pas sa responsabilité au regard de l'impôt sur la plus-value latente qui pourrait être mise en jeu. D'accord, c'est plutôt rassurant. On ne va pas être mis en prison parce qu'on est représentant fiscal. Et nous, en tant qu'avocats, on peut donc être représentants fiscaux de nos clients si nécessaire. Oui, donc on est finalement boîte aux lettres et on communique ça aux clients. Ouais.
Quelles sont donc dans nos obligations déclaratives, j'imagine qu'on déclare les montants qu'on a en plus-value latente. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y a d'autres choses à déclarer ou pas du tout? Non, c'est tout à fait ça. On va déjà, il va falloir la calculer cette plus-value latente sur les titres qu'on va détenir, et puis ensuite on va calculer également l'impôt correspondant, même s'il est théorique. Donc la plupart du temps, on va faire ça au PFU, donc prélèvement forfaitaire unique, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Je nous arrête un instant pour vous remercier de nous écouter. Si vous aimez le podcast, rendez-vous sur le-family-office.fr pour vous abonner à notre newsletter. C'est le seul moyen d'être certain de ne louper aucun nouvel épisode. Et donc cet impôt est figé pour la suite. Imaginons que on en parlera un petit peu après, si jamais je casse justement ce sursis, mais qu'entre-temps l'impôt a doublé, est-ce que je suis sujet à cela ou est-ce que mon PFU est figé? Non, le taux d'imposition sera figé au moment du départ. En revanche, ce qui peut changer, c'est que peut-être que vous allez effectivement céder vos titres plus tard à une valeur qui sera peut-être inférieure à la plus-value latente qui avait été déclarée dans le cadre de l'exit tax, et à ce moment-là, on fera quand même une correction, c'est-à-dire qu'on n'imposera que la plus-value effectivement réalisée au cas particulier. Ce qui est plutôt rassurant pour éviter des très mauvaises surprises. On a parlé de constituer des garanties. Oui. Ça, forcément, ça fait un peu tilt. On se dit, qu'est-ce qui est accepté dans les garanties? Est-ce qu'il faut forcément des actifs sécurisés, comme quand on en tient compte à une banque, par exemple, pour un crédit? Alors ça, évidemment, ça va être la garantie préférée de l'administration fiscale. Ça, je vais pas vous mentir. Hein. On les comprend. Mais ce qu'ils vont accepter également, c'est le nantissement de fonds de commerce. Ils vont accepter également le nantissement de titres de sociétés françaises et ils n'accepteront pas de nantir des titres d'une société étrangère, bien entendu. Ils peuvent également accepter des affectations hypothécaires. Nous, on a eu un cas récemment qui était plutôt intéressant parce que, en fait, c'était dans le cadre d'une plus-value qui était en report d'imposition. On avait apporté à une holding étrangère et l'administration fiscale a bien accepté que l'on puisse donner en garantie les titres de la société française qui avait été apportés à la holding étrangère. Mais ça ne s'est passé que dans le cas où la juridiction du pays dans lequel était cette holding acceptait qu'on puisse nantir des titres au profit d'un contribuable qui était un tiers finalement à la société. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a d'autres contraintes là qui vont entrer en jeu si jamais on peut pas faire donner ces garanties. Donc il va falloir être quand même précis quand on fait ce genre de choses. Tout à fait. Mais ce qui est rassurant pour nous, c'est que finalement on peut quand même donner en garantie quasiment tout type d'actifs de ce que je comprends, et on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'actifs en France qui doivent rester, parce que bien souvent si j'ai une société opérationnelle qui vaut plusieurs centaines de millions d'euros, c'est très rare que j'ai en plus à côté plusieurs centaines de millions d'euros sur mon compte qui permettent d'avoir cette garantie. En fait, ça marche bien quand on détient les titres en direct, effectivement, puisque là, j'ai ma société française qui a une certaine valeur et je peux nantir ces titres. La seule contrainte, ça va être que les distributions de dividendes vont être bloquées à hauteur du pourcentage correspondant au montant de la plus-value. Donc, de l'impôt de la plus-value, pardon. Donc, si jamais c'est 30%, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est le PFU, 30% de mon dividende va être bloqué sur un compte séquestre, par exemple, pour l'administration fiscale. Ça, c'est effectivement à savoir, parce que si on finance son train de vie en dividende, là, ça va être très compliqué. Il y en a une partie qui sera effectivement bloquée. Ah oui, c'est une partie, c'est pas jusqu'à ce qu'on cumule les 30%, non. C'est 30% du montant. À chaque distribution, en fait. D'accord, ok, c'est quand même plus favorable. Quel est le montant qu'on doit donner en garantie? Parce que on sait que les banques, par exemple, quand on veut faire un emprunt et qu'on donne des titres non cotés en collatéral, alors déjà, il faut qu'elles acceptent, mais en plus, généralement, il faut donner un montant assez important. Est-ce que l'État est plus conciliant? Oui, là-dessus, l'État est quand même relativement conciliant, c'est-à-dire que on doit donner en garantie le montant donc du PFU. Alors, le texte prévoit qu'en principe, c'est seulement l'impôt sur le revenu, donc ça ne devrait être que 12,8%.
de la plus-value, mais on se rend compte que l'administration fiscale, en fait, elle n'accepte que qu'on lui donne des garanties à hauteur de 30%. Et ce, par un sombre renvoi de texte qui ramène au Code de sécurité sociale. Elle se base là-dessus pour justifier sa position. On n'est pas tout à fait certain que sa position tienne complètement la route. Malheureusement, souvent, quand on présente des garanties, c'est 90 jours avant de partir à l'étranger. Donc, on est quand même dans un état d'urgence assez avancé. Du coup, on a tendance quand même à fournir les 30% de garantie, mais l'administration fiscale ne va pas demander une valeur réellement supérieure à ces 30%-là. Donc on a compris qu'il fallait donner des garanties quand on n'était pas en sursis automatique. Si je pars dans l'Union européenne, en fait, j'ai même pas besoin de prévenir. Je peux claquer Exactement. la porte et le dire et le dire après. Un an plus tard. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt sympa pour la libre circulation. Quand est-ce que ce sursis prend fin? Je parle du délai à partir duquel je vais pouvoir dans mon pays d'accueil céder mes titres sans plus rien avoir sans plus rien devoir à l'administration française. Alors ça va dépendre des cas de figure, mais si j'ai des plus-values latentes, au bout de 2 ans, à la suite de mon départ, s'il ne s'est rien passé, effectivement, je vais être dégrevée automatiquement si je ne me suis pas acquittée de l'impôt au moment de mon départ. Maintenant, si la valeur globale de mes titres était supérieure à 2 570 000 € au moment de mon départ, le délai rallongé, il va être de 5 ans. D'accord. En revanche, quand je suis en report d'imposition, là, je n'ai pas de dégrèvement lié à des conditions de durée de détention. Je vais être dégrevée si jamais je rentre en France ou alors si jamais je procède à une donation ou dans le cadre d'une succession. Et on peut lire que parfois sur justement les plus-values en report, qu'elles sont et qu'elles peuvent être exigibles tout de suite. Alors ça c'est forcément inquiétant, notamment pour les entrepreneurs qui ont souvent beaucoup de plus-values en report. Est-ce que c'est le cas où là j'ai l'impression que finalement on peut quand même bénéficier d'un sursis, mais juste sans dégrèvement? Non, alors on va pas être taxé tout de suite, à moins de vouloir l'être et de ne pas solliciter l'option pour le sursis. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir ne pas être dégrevé et ça sans délai, malheureusement. Donc au bout de 25 ans, mes plus-values en report seront je devrai toujours de l'argent à la France finalement si je vends. Jamais un jour je vends. Oui, ça c'est la problématique que l'on a sur les plus-values en report d'imposition, effectivement. Bon, on peut espérer que la société prenne tellement de valeur suite au départ de France que ça devienne modique. Oui. Ou alors la donation fonctionne aussi, donc c'est un point intéressant. Les événements on imagine, donc il y a ce délai, et puis comme dans tous les délais, on peut faire des choses avant la fin qui peut-être mettent fin à ce sursis. On imagine évidemment que la vente, la cession, ça en fait partie. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres événements importants qui peuvent mettre fin à ce sursis? Alors il y a un cas qui me semble assez théorique, mais que je cite quand même, c'est la donation, mais dans le cas où le donateur serait établi dans un État ou territoire non coopératif et que l'on ne pourrait pas démontrer que cette donation a un but autre que fiscal. Donc ça me semble quand même relativement théorique comme ce sujet. Dans le cadre donc même si je suis aux Bermudes, normalement, je peux faire ma donation et être dégrévé. Oui, si j'arrive à prouver qu'il y a un but patrimonial à tout ça, ce qui devrait être le cas, j'imagine. Oui. Dans le cadre d'un complément de prix, la perception du complément de prix, bien entendu, va générer la taxation et l'imposition, donc la fin du sursis d'imposition. De même que l'apport ou la cession de cette créance de complément de prix avant de l'apercevoir. D'accord. Là aussi, on serait taxé. Et dans le cadre d'une plus-value en report, bien entendu, la cession, le rachat ou l'annulation des titres qui ont été reçus en contrepartie de l'apport. Et quand on est dans le cas de l'apport à une société que l'on contrôle, donc le fameux article 150.0 ter du CGI, dans ce cas-là, on va être taxé dans le cadre de la cession des titres qu'on a reçus en contrepartie de l'apport, donc souvent la holding, mais on peut être également taxé à l'occasion
de la cession par la holding des titres que l'on a apportés. Et ça peut être plus problématique. Et là-dessus, on a une distorsion. Et ça, même si on a dépassé le délai qui nous permet normalement de les vendre dans l'article 150 0 Tout à fait. D'accord. Le délai de 3 ans Ouais. en l'absence d'un réinvestissement. Et c'est vraiment problématique. On est vraiment moins bien traité dans ce cas-là si on part que si on était resté en France. Parce que... Donc, même si on a déjà attendu les 3 ans, on se retrouve quand même bloqué avec... D'accord. Et là, je vais être taxée alors que si ma holding cède les titres que j'avais apportés à cette holding, je vais être taxée alors que moi-même, en tant que contribuable, je n'aurais pas perçu le produit de cette cession. Effectivement, c'est donc un élément à avoir prendre en compte, à avoir tout à en fait. tête. C'est pour ça que la structuration, dans le cadre notamment des apports à des holdings, est hyper importante. Enfin, c'est très important qu'on puisse la regarder avant le départ pour vraiment savoir quelles sont les possibilités que l'on va avoir une fois qu'on sera parti et si on a des perspectives de retour ou pas en France. Oui, parce qu'effectivement, dans tous les cas, le retour permet de plus être en sursis. Tout à Mais fait. de toute façon, on sera taxé en France, donc ça change pas forcément grand-chose. Chaque entrepreneur mérite les meilleurs conseils. À qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode ? Partagez-le lui en message privé. Vous savez ce qu'un conseil peut changer, en particulier dans le domaine patrimonial. Et on peut aussi imaginer donc le cas où je suis parti à l'étranger et puis j'ai donc mon sursis, j'ai donc des plus-values qui sont des plus-values qui étaient latentes, et puis je décide d'apporter mes titres à une holding alors que je suis déjà à l'étranger. Est-ce que dans ce cas, je dois payer l'impôt tout de suite, ou est-ce que je bénéficie quand même quelque part d'un sursis ou d'un report comme on pourrait avoir en France ? Alors en fait, c'est un mécanisme qui est un peu particulier, c'est qu'effectivement, donc je suis en sursis lié à l'exit tax, donc de l'article 167 bis du CGI, et puis ensuite j'apporte mes titres à une société que je vais contrôler. Et dans ce cas-là, il y a un petit trou dans la raquette là de la part de l'administration fiscale, c'est que je n'ai pas de possibilité d'obtenir un dégrèvement. Je suis pas vraiment en report d'imposition lié au 150 BTR où j'ai tous les mécanismes qui me permettent au bout de 3 ans de pouvoir céder, etc. Et je suis pas tout à fait non plus dans le mécanisme des plus-values latentes liées à l'article sur l'exit tax. Et donc, je suis un peu dans un intermédiaire qui fait qu'en fait, je ne suis jamais dégrevée et que mon sursis ne va pas expirer. Et donc là, même en cas de retour en France, je serai toujours en sursis. Tout à fait. Intéressant, c'est des mécanismes qui sont presque méditatifs par leur complexité. C'est quand même assez amusant. Et quand on là, on a parlé des cas qui nous permettent ou pas de casser justement ce sursis, et quand on contrevient justement et quand on doit payer, quelles sont les modalités ? Est-ce qu'on doit payer tout de suite, un peu comme si on était en France, ou est-ce qu'on peut payer plus tard ? Comment ça se passe ? Alors là, du coup, je vais revenir un tout petit peu aux obligations déclaratives parce qu'elles sont un peu liées à ça. C'est-à-dire que, en fait, l'année de mon départ, je vais faire ma déclaration. Puis chaque année, je vais faire une déclaration de suivi pour indiquer que je détiens toujours mes titres qui sont toujours en sursis d'imposition, plus-value latente. Et si jamais je les cède à un moment quelconque et que donc mon sursis expire, et bien dans ce cas-là, je serai taxée et c'est à l'occasion de ma déclaration de revenus annuelle que je déclarerai la plus-value qui sera imposable parce que je pourrais ne pas tout céder, je pourrais n'en céder qu'une partie et dans ce cas-là, mon sursis ne tombera qu'à proportion, bien entendu. Et donc j'ai pas besoin de faire une déclaration à l'avance ou juste après avoir cédé, c'est vraiment ma déclaration annuelle finalement qui s'occupe de ça. Oui. Et sachant que la loi de finances pour 2024 a très légèrement modifié aussi les modalités déclaratives pour qu'on n'oublie pas non plus de demander les dégrèvements de ces impositions en sursis. Donc, au bout de 2 ou 5 ans, en fonction des cas, le fait de ne pas le demander
pourrait entraîner la taxation immédiate, ce qui est quand même un comble puisqu'on aurait le droit d'être dégrevé, pourrait entraîner la taxation immédiate en fait de ces plus-values. Donc il faut être assez vigilant. Il me semble que cette sanction est disproportionnée, mais en fait l'administration veut vraiment suivre le fait qu'on détient bien toujours les titres, de quelle façon, le nombre de titres qui est détenu, et je pense que comme ça elle procède à un espèce de contrôle a posteriori. Donc il faut évidemment faire cette déclaration et ne pas l'oublier. 5 ans, par exemple, ou 2 ans. Et au bout de 2 ou 5 ans, il faut dire que c'est bon, on a fini. Exactement. Et que maintenant on aimerait bien, s'il vous plaît, être dégrevé. On a parlé tout à l'heure de la donation qui permettait de purger ce sursis même quand on était en report. Est-ce que c'est le cas pour toutes les plus-values, même quand on est dans ce délai de 5 ans ou de 2 ans? Et est-ce qu'il y a d'autres façons d'être dégrevé sans attendre? Le retour en France? Le retour en France, donc ce qu'on disait, la donation et malheureusement la succession également permet d'être dégrevé. La dernière question qu'on pourrait se poser sur cette exit tax, c'est sa compatibilité ou peut-être son incompatibilité avec les systèmes fiscaux d'autres États où quand on devient résident d'un autre État, forcément on va être soumis pour nos plus-values, pour nos dividendes là-bas, et donc on imagine que l'État dans lequel je pose les pieds, il a l'intention de taxer mes plus-values, sauf que la France du coup a gardé aussi son droit d'imposer. Est-ce que dans ce cas on risque d'être doublement imposé, ou est-ce que des mécanismes sont prévus pour nous permettre d'éviter ce cas désagréable? Non, effectivement, l'administration fiscale là quand même a prévu le cas et permet en fait, il existe un mécanisme qui permet d'éviter une double imposition, justement en imputant l'impôt étranger sur l'imposition théorique française liée à ce sursis d'imposition exit tax. Très bien, merci pour cet éclairage et pour les autres. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les contribuables qui sont décidés, qui veulent partir et qui peut-être se posent la question de est-ce qu'ils sont soumis à l'exit tax, comment déclarer et qui sont un petit peu dans ce, je veux dire, prêts à sauter? Le mot, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est anticipation, notamment quand on part dans un État qui n'est pas un État de l'Union européenne, parce que 90 jours avant, on va avoir des obligations déclaratives à remplir, on va devoir constituer des garanties, et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, c'est hyper important d'anticiper son départ le plus rapidement possible, et puis de bien suivre ses obligations déclaratives, parce que il y a beaucoup de choses trappes. Et pour éviter l'imposition immédiate de ces plus-values qui ne sont que latentes tant que elles n'ont pas été réalisées. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email.